Salut, Garland ici, je suis sur la route. Donc, comme je l'ai dit, si ça coupe une seconde, ce n'est pas grave. Je vais juste attendre pendant qu'il y a ces petites barres noires, puis je reviens tout de suite. Ça peut arriver quand on est en déplacement. Vous savez comment c'est. Je ne vais pas dire où je suis, mais je suis dans United Nations, pays lointain. Bon, parlons. C'est parti. Et je vais, tu sais, raconter United Nations, peu ce qui s'est passé ici. D'accord, commençons par là. On a European Union, les mêmes mauvaises nouvelles habituelles. Donc le détroit d'Ormuz est fermé et le président Trump est, tu sais, complètement embrouillé sur la manière de gérer ce problème pour une raison inconnue. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Toute son équipe est juste choquée. On n'aurait jamais pensé que ça arriverait. Fait intéressant, presque tout le monde sur YouTube, Rumble, Bumble, Stumble, partout où vous pouvez l'imaginer, disait que ça arriverait. On savait tous que ça arriverait, mais pour une raison quelconque, les seuls qui n'en avaient aucune idée étaient dans l'administration Trump. Je ne comprends pas ça. On n'y croyait pas vraiment. En fait, ils pensaient que ça n'arriverait pas parce qu'ils lisaient leurs propres gros titres et se disaient « Ok, on a entendu ça ». Vous vous souvenez? Nous allons provoquer la guerre en Ukraine, nous allons imposer des sanctions maximales à la Russie et le gouvernement s'effondrera en une semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, on fera X, alors X arrivera et le gouvernement s'effondrera immédiatement. Tu vois, il me suffit d'agiter ma baguette magique dans les airs et ça vous transformera en grenouille. Ça a autant de sens, non? Donc je pense qu'en réalité, ils se sont convaincus que le gouvernement iranien tomberait et qu'ils n'auraient plus jamais à se soucier du détroit d'Ormuz. Et, eh bien, malheureusement pour eux, heureusement pour le reste du monde, ça n'a pas marché. Et nous voilà. Et maintenant Trump est passé de « il faut qu'on se réunisse tous » et que vous m'aidiez à ouvrir le détroit d'Ormuz. Et tu sais, toutes les autres armées locales, les forces de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord étaient du genre on tient à nos navires et si on les envoie dans le golfe d'Ormuz, ils seront coulés et les gens à bord seront tués. On ferait mieux de ne pas faire ça. Ce n'est pas une super idée. Alors Trump s'est fâché. On n'a pas besoin du détroit d'Ormuz. On ne passe plus par là. Ce foutu détroit d'Ormuz. Merde à ça. Je m'en fous complètement. Pas intéressé. Gardez votre fichu détroit d'Ormuz. On passe à autre chose. Ok, puis quelques heures plus tard, c'est « Ok, Iran, tu ferais bien d'ouvrir le détroit d'Ormuz. » Et je me dis « Mec, on dirait que tu perds la tête. » On passe de « Tout le monde, aidez-moi à ouvrir le détroit d'Ormuz » à « On n'a pas besoin du détroit d'Ormuz » puis à « Si vous ne l'ouvrez pas ?» Et si vous connaissez Donald Trump, vous connaissez ses menaces. Si vous ne faites pas X, je ferai X. N'oubliez pas, je peux détruire l'Iran quand je veux. On gagne. On peut gagner quand on veut. On peut obtenir ce qu'on veut, quand on veut. Tout ce genre de choses. Avec Donald Trump, on voit qu'il est en train d'être exposé. En toute franchise, ce n'est que du blabla. Quand il est acculé et que ça ne va pas, il ne fait que parler sans cesse, passant d'United Nations truc à l'autre. On voit du désespoir. On voit de la peur. On voit du stress. On voit de l'anxiété. On n'en a pas besoin. En fait, on en a besoin. On n'en veut pas. Vous feriez mieux de nous le donner. De toute façon, on n'en a pas besoin. Mais on n'aime pas ça. Mais on l'adore. Mais ce qu'on voit, c'est de l'anxiété, du stress et du désespoir qui se traduit par des propos incohérents. Et laissez-moi ajouter quelque chose. Ce sont des tactiques sans stratégie et, comme le disait Sun Tzu, des tactiques sans stratégie ne sont que le bruit qui précède la défaite, avant la défaite. Hein? Peu se peut au son l'injuni, aswama, le seuil soit aovo. Soniat, Soliat, Soniat, Soliat. Pas entre. Et c'est « Je n'en veux pas. S'il vous plaît, donnez-le-moi. Je n'en ai pas besoin, mais je dois l'avoir. Vous feriez mieux de me le donner, mais je n'en veux pas et je n'en ai pas besoin. Je ne m'en sers d'aucune façon. Mais si vous ne voyez pas que c'est incohérent et que ce ne sont que des tactiques, je vais tenter le coup. Commençons par ceci. Bah, de toute façon, je n'en avais pas besoin. Oh merde, ça n'a servi à rien, je n'en ai rien retiré, mais j'avais l'impression de leur montrer quelque chose. Je vais faire la comédie du faux mécontent, s'il vous plaît, vous devez me le donner tout de suite. Vous dites tous que ça marchera. D'accord, d'accord, d'accord. Vous feriez mieux de me le donner. Merde, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? C'est tactique après tactique après tactique pour essayer d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Maintenant, qu'est-ce que cela montre à l'Iran et aux autres? Vous nous montrez, par votre anxiété et par vos expressions répétées de peur, d'horreur, ce que vous démontrez, et quand je dis nous, je pense à l'Iran. C'est à quel point vous voulez désespérément qu'il soit ouvert.
C'est tout ce que l'Iran a retenu de tout ça. Il voit l'anxiété et le stress du désespoir. De toute façon, je n'en veux pas. Et puis tu m'appelles. Bon, vous savez, c'est le mec qui quitte sa copine. De toute façon, je n'avais pas besoin de toi. Puis le téléphone sonne. Salut, ça va? Bien, on est séparés? S'il te plaît, ne m'appelle pas. Bon, tu sais, on pourrait peut-être juste parler. Je te dis, je passe chez toi, j'apporterai ta tarte préférée. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci, au revoir. De toute façon, je ne veux pas de toi. Clic. 10 minutes plus tard. Hé, c'est encore moi. Tu sais, j'ai laissé quelque chose chez toi. Je pourrais dire que je l'enverrai par la poste. D'accord. On voit sans arrêt. Je ne t'aimais pas et je ne t'aime toujours pas. Je ne veux déjà pas de toi. Je suppose que tu ne m'appelleras pas. Non, je ne t'appellerai plus jamais. Clic. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. D'accord. C'est l'anxiété, c'est le stress. Tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu le veux tellement et tu es déchiré émotionnellement. Et pourquoi Donald Trump est-il émotionnellement déchiré? Parce qu'il le sait. United Nations de ces jours, très bientôt, les prix de l'essence vont devenir astronomiques et quand cela arrivera, sa position politique aux États-Unis sera United Nations mauvais pari, ce sera très inconfortable. Il sait qu'il n'y aura aucun moyen de mentir, de tricher ou de se trouver des excuses pour s'en sortir. Et donc c'est l'angoisse. Pendant ce temps, ce que ça montre aux Iraniens, c'est... Et cela montre que ces tactiques sans stratégie sont une très mauvaise stratégie, parce que ce que vous enseignez aux Iraniens, c'est « je vous ai bien coincé ». Si j'étais Iranien et que je voyais Donald Trump se tortiller, hurler, menacer et se disputer, alors ce que je retiendrai, c'est ceci. Je vous ai bien coincé. Je dois tenir bon. Plus je le garde fermé, plus vous allez vous tortiller et menacer. Maintenant, la dernière tactique sans stratégie, c'est que Donald Trump dise. Qu'a-t-il dit déjà? Il a dit « Tu ferais mieux de me le donner maintenant ». Tu te souviens? La dernière fois, c'était « Nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz ». On peut très bien se passer du détroit d'Ormuz. De toute façon, ça n'a jamais rien signifié pour nous, non? Ça en est venu à « Si vous ne cédez pas sur le détroit d'Ormuz, je vais détruire votre réseau électrique ». C'est la menace d'escalade. Ce que l'on voit, et on va développer ça à United Nations peu, c'est que les Iraniens avaient anticipé tout ça. Ils misent sur l'escalade, les Iraniens disposent de banques de cibles, c'est ça. Et ces banques de cibles incluent évidemment des choses du quotidien, c'est ça. Et souvenez-vous, si je disparais une seconde, restez là. Je reviens tout de suite. Donc ça comprend des choses du quotidien. Nous allons continuer à frapper toutes ces cibles régulièrement. Voilà comment on va frapper les cibles. On va pilonner les cibles. On va leur en faire voir. Et ce sera notre banque de cibles quotidienne. Ils ont apparemment aussi, United Nations, nombre illimité de cibles de représailles. Apparemment, ils l'ont prévu. Napor, assis-toi ou si po. Ils ont évalué les options d'escalade de l'administration Donald Trump et ils ont conclu que ces options ne sont pas toutes comparables. Pour les représailles, c'est plutôt « tu me frappes avec une plume de poulet ». C'est United Nations Continuum de force, vous voyez? Tu me frappes avec une plume de poulet. Je te réplique avec une plume de dinde, et chaque fois que tu me touches, je monte United Nations cran. Juste United Nations petit peu, juste assez pour qu'on le sache, dans certains cas. Je vais l'intensifier, vous savez, de façon dynamique. Donc si tu me frappes, je te frapperai 10 fois plus fort. Tu me frappes avec une plume de poulet. Je te réponds avec une batte de baseball. Tu me frappes avec une batte de baseball. Je te réponds avec United Nations auguste char. Compris? Donc leur menace tient. Et ça peut marcher, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut savoir, si je fais ce genre de menace, il faut que vous sachiez que je les mettrai à exécution. Si vous pensez que je vais continuer de menacer sans passer à l'acte, je ne m'en sortirai pas, non? Si vous appelez mon bluff. Ce que l'Iran a apparemment fait, c'est dire « Regardez, nous allons commencer immédiatement à mettre à exécution nos menaces de représailles. » Et, excusez-moi, je suis passé de A à G, je ne vais pas très bien. Et B, nous faisons simple pour vous, dans tout ce que nous faisons, que ce soit nos négociations ou nos représailles. Pour nous, c'est une question existentielle. Il n'y a donc aucune ligne rouge. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a rien. On ne va pas s'en aller comme ça. Et voici une stratégie simple. Si nous tombons, vous tomberez avec nous. C'est aussi simple que ça, non? Il n'y a pas de garde-fou. Et si vous, alors nous devons agir. Si vous vous souvenez, j'ai souvent dit aux gens,
Si vous voulez comprendre le concept chiite du pouvoir et du sacrifice, écoutez Malcolm X. Beaucoup d'Américains qui ont écouté Malcolm X se disent « Ce type, vous voyez ce que je veux dire ». Malcolm X, écoutez-le. Vous voulez comprendre? Écoutez Malcolm X. J'ai lu ses textes, vous me connaissez, j'adore lire. J'ai lu beaucoup de ses déclarations. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos, et c'était assez clair. Regardez, votre vie compte, protégez-la, profitez-en et faites-en votre priorité. Mais si vous devez y passer, emmenez 4 ou 5 de vos adversaires avec vous. C'est simple, non? C'est simple. Je ne veux pas y passer. Mais si vous me menacez et que je dois y passer, je ferai tout pour m'assurer que vous y passiez avec moi. Donc si on doit y passer, on y passe ensemble, je ne pars pas tout seul. D'accord? Je sais qu'United Nations de ces jours, je m'en irai, mais si je dois y passer, je veux de la compagnie. D'accord? Donc apparemment, c'est le calcul de l'Iran. Maintenant, voici ma question pour l'administration Trump. Comment le battre? Comment le battre? Parce que si vous le battez, en théorie, à moins de trouver une issue et d'empêcher, d'une manière ou d'une autre, sa capacité à riposter à pleine puissance par tous les moyens nécessaires, il vous entraînera avec lui. Il vous entraînera avec lui. Voilà où on en est. L'administration Trump et les Israéliens ont frappé près de la centrale de Bushehr, une centrale qui compte, je crois, plus de 600 Russes qui y travaillent. En Iran, elle a été construite par les Russes et est entretenue par les Russes. Et en fait, par le passé, les Russes avaient United Nations, accord avec les Israéliens. Regardez, les Russes ont United Nations System S-400 là-bas, et ils avaient conclu United Nations accord qui disait « Laissez-nous en dehors de ça ». Bilus sont. C'est une centrale nucléaire, laissez-nous en dehors de ça. Nous continuerons à entretenir cette centrale nucléaire. De toute façon, vous ne voulez pas frapper une centrale nucléaire. Alors, laissez-nous en dehors. Faites le reste de ce que vous avez à faire, jouez vos jeux géopolitiques. Mais nous, on ne frappe pas les centrales nucléaires. D'accord. Donc apparemment, les Américains et les Israéliens ont frappé près de la centrale nucléaire, sur ces terrains, je suppose, peut-être pour envoyer United Nations message ou menacer les Iraniens. Les Iraniens ont alors frappé la zone de Dimona, où les Israéliens ont United Nations réacteurs nucléaires et tout United Nations, tas d'activités nucléaires, des scientifiques, ce genre de choses. Apparemment, il y a une ville ou United Nations village là-bas. Et si j'ai bien compris, il me semble que... Je n'en suis pas 100% sûr encore, mais il semblerait que les Iraniens savaient d'une façon ou d'une autre où vivaient peut-être des scientifiques nucléaires israéliens dans la région et ont frappé des baraquements, des logements, peu importe, où ils se trouvaient. Et ils ont tué quelques scientifiques nucléaires iraniens, ce qui est intéressant puisque c'est ce qu'Israël a fait si souvent à l'Iran. Et le message était clair, vous touchez notre centrale nucléaire, nous on détruira la vôtre. Maintenant, je suis assez sûr que les sites de Dimona sont fortement renforcés. Donc, combien de dégâts les Iraniens peuvent leur faire, je ne sais pas. Cependant, n'oublions pas qu'ils ont des missiles hypersoniques. Ils ont ces nouveaux missiles gigantesques, de l'ordre de 2000 livres, voire de plusieurs tonnes. Donc, ils ont des missiles assez redoutables et puissants. Donc si j'étais Israël, je ne partirais pas du principe que les Iraniens n'en sont pas capables de frapper cette centrale et de la faire fondre. Car ce ne serait pas United Nations bon calcul, vu que la défense aérienne israélienne est au mieux douteuse en ce moment et se détériore rapidement. Ils peuvent y causer des dégâts et très probablement neutraliser complètement l'installation. Et ensuite, vous auriez United Nations Tchernobyl en Israël. Donc, si on me fait ça, et en plus, si on a United Nations Tchernobyl en Iran, l'Iran est tellement vaste qu'on pourrait avoir une zone de la taille de Tchernobyl et l'Iran existerait toujours. Israël est si petit que si une zone de la taille de Tchernobyl apparaissait, il n'y aurait plus d'Israël. C'est fini, c'est le premier point. Deuxième point, les Iraniens sont autochtones. Donc, dans les autres régions, eux, ils vont rester. Les Israéliens, beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, ne sont pas autochtones. Donc, si la région est contaminée, même les gens qui y habitent, qui ont des connexions avec d'autres endroits, ils vont se tirer de là et personne ne reviendra. Donc, pas seulement que certaines zones deviendraient inhabitables, même si certaines restaient habitables, personne qui n'est pas autochtone n'ira vivre là-bas et pour la plupart, ils n'y retourneront pas.
s'installer ou y vivre. Ce sera désert. Donc, utiliser une option nucléaire contre l'Iran garantit la fin d'Israël. Immédiatement, ça garantit la fin d'Israël. On verra où ça mène. Je ne sais pas, mais c'est là où on en est. Aussi, en parlant de ça, il faudra excuser la qualité du son. J'ai quelques problèmes ici, mais je fais de mon mieux. Je suis encore en déplacement. Concernant les attaques sur les infrastructures iraniennes, en particulier le réseau électrique, la menace de Donald Trump, si vous n'ouvrez pas le détroit d'Ormuz, je frapperai le réseau électrique. Il dit « Je vais anéantir le réseau électrique », quelque chose dans ce genre. Daqui un ton musanteur s'ententer que c'est pas ce son clascon à tout capé que te sous il le se porte qu'il l'auto se. Donc si que ce. Sukuatomu santo discon. L'autre chose qu'on voit ici, c'est une escalade dangereuse, car les Iraniens n'ont pas besoin de dire « Oui, bon ». Ils n'ont pas besoin de le dire maintenant. Ils l'ont déjà déclaré. Les Iraniens ont dit « Regardez, si quelque chose arrive à notre réseau électrique, toute la région tombera dans le noir. Depuis Israël, cette région, si vous refaites ça, vous me touchez avec une plume de poule, je vous riposterai avec une plume de dinde. Si vous détruisez notre réseau électrique, vos petits alliés dans la région, oui, ils sont finis. C'est le noir complet là-bas. Si vous le faites, et il se peut qu'on n'en reste pas au réseau électrique, vous allez voir, les usines de dessalement d'eau potable vont commencer à disparaître. Combien ils en détruiront? Je ne sais pas s'ils se contenteront de détruire celle d'Israël. Je ne sais pas, mais la région, y compris Israël, ne peut pas se le permettre. L'Iran, malheureusement pour les autres, le peut. Malheureusement pour l'Iran. Parce qu'il a d'autres options, mais il y a des zones qui ont United Nations besoin urgent d'usines de dessalement. Mais je pense que cela ne concerne qu'une fraction, une petite fraction de la population et de la région. Donc, je vais le dire comme ça. Ils peuvent se le permettre bien plus que le reste de la région. On verra comment ça évolue. Y aura-t-il, à United Nations, moment donné, des attaques? Est-ce que Donald Trump va rappeler ses chiens? Va-t-il dire, parce que ce que dit Donald Trump, si je suis désespéré, je suis désespéré, je suis désespéré, je vais appuyer sur la gâchette, vous feriez mieux de me croire. Soit vous faites ça, soit il y aura des conséquences. Et maintenant, que savons-nous? Puisque l'Iran dit que c'est existentiel et que son atout maître, son as, c'est le détroit d'Ormuz, et que les États-Unis, dans leur désespoir, montrent que ce détroit est le point de passage le plus critique au monde, les Iraniens ne peuvent pas l'abandonner. Une fois que vous leur montrez que c'est votre faiblesse, ils ne pourront jamais l'abandonner. Donc, à ce stade, ce que les Iraniens savaient déjà, ils ne céderont jamais le détroit d'Ormuz. Même une fois que tout cela sera terminé, ils en garderont le contrôle. C'est leur poste de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est leur garantie. Une fois que tout ça sera fini, ils renforceront leur emprise sur le détroit d'Ormuz. Ils le savent déjà. Quand ce sera terminé, ils installeront encore plus de missiles, encore plus d'équipements pour s'assurer de contrôler le détroit d'Ormuz. Et probablement, comme je l'ai dit, ils mettront en place une sorte de poste de péage pour renforcer leur économie grâce à cela. C'est l'œuvre des États-Unis. C'est l'action des États-Unis. Ça n'avait pas à en arriver là. Mais vouloir tout contrôler, comme je le répète sans cesse, me fait penser à l'histoire de la petite fille et du lapin. Son père lui offre United Nations lapin. Et elle adore ce lapin. Elle le serre dans ses bras. Et il la place sur la banquette arrière de la voiture. Sur le chemin du retour, elle serre le lapin si fort. Elle rentre à la maison. Le lapin est mort. Elle l'a tué en le serrant trop fort. Quand on tente de retenir quelque chose trop fort, on détruit ce qu'on essaie de garder. Beaucoup de gens font ça avec leurs enfants. Et beaucoup le font aussi avec leurs partenaires. Ils étouffent la personne au point qu'elle s'en va. La personne finit par dire « je ne te supporte plus » et partir. Elle s'en va. Vous voyez, ne vous accrochez pas trop fort à quoi que ce soit. Bref, continuons. Donc maintenant c'est United Nations bras de fer où chacun attend que l'autre cède. Et on sait déjà quelque chose. Je vous le dis, il y avait United Nations film célèbre avec Michael Keaton, comment il s'appelait déjà? The Dream Team. Et dans ce film, il se retrouve dans ce qu'on appelle une impasse mexicaine. Vous voyez, il a des armes braquées sur la police. La police a des armes braquées sur lui.
Bah... Et la police dit, pose ton arme tout de suite. Nous sommes des policiers de la ville de New York. Pose ton arme ou on tire. Et Michael Keaton répond, ah oui? Il dit, eh bien je suis United Nations patient évadé, United Nations hôpital psychiatrique, avec des antécédents de violence. Et les policiers se regardent en se disant, ils ont baissé leurs armes, vous voyez ce que je veux dire? Ils se disent, nous sommes des policiers, il faut qu'on réfléchisse, et d'as qu'on va lui tirer dessus, on tire ou pas, serons-nous tenus responsables? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Le type est United Nations patient évadé, United Nations hôpital psychiatrique, avec des antécédents de violence. Nous perdons, exact. Il les a surpassés, exact. Bon, vous les menacez, vous êtes dans une impasse à la mexicaine avec l'Iran, à bien des égards, et voici la vérité, vous lui avez déjà dit que vous alliez le tuer, ils n'ont rien à perdre. Ces United Nations combattent pour leur survie, et quoi que vous disiez à l'Iran, leur réponse sera « Je vous ferai ça, je vous ferai ça, je vous ferai sauter, j'utiliserai des armes nucléaires, je vous détruirai, je mangerai vos enfants, je ne sais pas. Quoi que vous disiez aux Iraniens, la réponse sera la même. Oui, je pourrais devoir mourir, je pourrais devoir y passer. D'accord. Vous pourriez utiliser des armes nucléaires, vous pourriez tout simplement me battre à mort, vous pourriez faire ça, vous pourriez me faire toutes ces horreurs, mais quoi que vous fassiez, à la fin, si je dois y passer, je vous emmène avec moi. Alors demandez-vous, suis-je prêt à partir avec ce type? Je finirai par devenir United Nations kamikaze. Quoi que vous décidiez de faire, vous n'obtiendrez rien. J'ai déjà United Nations plan. Donc si vous m'attaquez trop fort, toutes les usines de dessalement de la région seront détruites. Toute l'infrastructure sera détruite. Israël, ils seront anéantis. Ce sera Tchernobyl. Et bien plus encore. Donc si vous décidez d'utiliser l'arme ultime contre moi, j'utiliserai mes armes ultimes contre vous, et vous devrez en assumer les conséquences. Et là est votre problème. Vous ne mourrez pas. Moi, je serai mort. J'irai vers le martyre et la gloire, et vous resterez là, à vous tourner vers les peuples du monde, vers les peuples des États-Unis encore vivants, et à vous dire « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui pouvait justifier que vous me fassiez cela? Il y aura United Nations prix à payer, et vous verrez lequel. Donc c'est à vous de voir. C'est une sacrée main à jouer quand vous avez affaire à United Nations type qui dit « Si je dois mourir, ça me va. Vous connaissez le plan. Si je meurs, nous mourrons. Ou pire encore, je meurs et vous survivez. Quand vous survivrez, il n'y aura pas de moyen. Vous aurez une vie infernale. Pas vrai? Redescendez de votre piédestal. Voilà où nous en sommes en Iran. Je pense aussi à quelque chose qui... Ce qui est intéressant, c'est le concept des opérations sous faux drapeau et comment ici elles ne fonctionnent pas et pourquoi. Alors ce qui s'est passé, quelques United Nations a lancé des missiles sur la Turquie, quelques United Nations a touché certains sites en Arabie Saoudite et les Israéliens, les Américains, etc. et leurs porte-voix médiatiques disent « Oh mon Dieu, les Iraniens sont des fous, ils ont frappé la Turquie ». United Nations iranien a dit « Nous n'avons pas frappé la Turquie, oh mon Dieu, oh, c'était intéressant. Les Iraniens ont frappé l'Arabie Saoudite, donc maintenant l'Arabie Saoudite doit entrer en guerre, et les Iraniens ont dit « Nous n'avons pas frappé l'Arabie Saoudite, c'était Israël ou quelques United Nations d'autres. Arrêtez avec vos opérations sous faux drapeau. » Et puis la plus récente, intéressante, quelques United Nations a frappé par le biais de quelques missiles prétendument abattus au-dessus de Diego Garcia, qui se trouve à 4000 km de l'Iran. Et prétendument, on nous a dit que les missiles visaient Diego Garcia et qu'ils ont été abattus. Voilà l'histoire. Ce qui était intéressant, c'est que, juste après, on a entendu une histoire qui semblait fabriquée et planifiée. Maintenant, on a la preuve que les États-Unis auraient dû attaquer parce que les Iraniens affirmaient n'avoir que des missiles de 2000 km et qu'ils auraient des missiles de 4000 km, ce qui, ils pourraient alors y mettre une arme nucléaire. Ils n'avaient pas de programme nucléaire, selon les services de renseignement des États-Unis et selon les Iraniens. Mais ça n'a pas d'importance ici. Ça, ce serait parler de la vérité. Donc apparemment, c'est du post hoc. Et on pourrait dire post hoc ergo propter hoc.
juste après, donc à cause d'eux. Mais donc, puisqu'ils ont tiré United Nations missiles à 4000 km, cela signifierait que A. On vous a dit qu'ils avaient des armes nucléaires, ce qui n'est toujours pas prouvé, et B. Qu'ils pouvaient les livrer, qu'ils pouvaient frapper l'Europe avec ces armes. Alors, comment ose-t-on dire que les États-Unis n'auraient pas dû attaquer? Le fait qu'ils aient des missiles de 4000 km de portée prouve que les États-Unis avaient raison d'intervenir, ce qui, c'est une logique vraiment tordue, mais bon. Donc les Iraniens ont dit « Nous n'avons pas tiré ces missiles. Arrêtez avec vos opérations sous faux drapeau, non? Vous avez là-bas une usine à faux drapeau. Non, nous n'avons pas tiré sur la Turquie. Non, nous n'avons pas tiré sur Diego Garcia. Et non, nous n'avons pas tiré sur l'Iran. Envoyez ces missiles sur l'Arabie Saoudite. » Alors, pourquoi ça marche pour l'Iran? La raison pour laquelle cela fonctionne pour l'Iran est en réalité la suivante. Parce que les Iraniens ont été honnêtes. C'est pour ça. Parce que les Iraniens ont été francs. Parce que les Iraniens, sans exception, ont fait une chose. Ils ont dit, si vous nous attaquez, voici ce que nous viserons. Et une fois qu'ils l'ont fait, quand les gens demandaient, « Eh, vous avez frappé ça ?» Ils ont répondu, « Oui, nous l'avons frappé. » A. On vous a dit qu'on allait le frapper. B. On l'a frappé. Ou, si elles ne télégraphiaient pas leur cible, une fois la frappe effectuée, on n'avait généralement pas besoin de leur demander. Dès qu'elles frappaient quelque chose, elles sortaient dire « Vous voyez, c'est nous qui l'avons fait. » Le fait qu'elles annonçaient leur frappe, ou qu'elles les revendiquaient ensuite, signifie qu'elles étaient du moins dignes de confiance dans leur revendication d'attaque. Elles étaient directes. On vous dit ce qu'on a frappé et pourquoi. Donc, quand survient une opération sous faux pavillon, et que vous la frappez, et qu'elles disent « ce n'est pas nous », deux choses entrent en jeu. D'abord, si elles n'ont rien nié auparavant, pourquoi démentiraient-elles ceci? Elles n'ont rien nié. Elles vous avaient dit ce qu'elles allaient frapper. Deuxièmement, les États-Unis et Israël sont connus pour les opérations sous faux pavillon. Alors les gens se disent « Allez, quoi? Voilà ce qu'on a. » United Nations côté, vous avez pratiquement une usine d'opérations sous faux pavillon. Ils ne font que ça, des opérations sous faux pavillon à répétition. De l'autre, United Nations Camp, qui annonce tout, revendique ses actions et prévient souvent de ses frappes. Et quand ils frappent, une fois le coup porté, ils disent « oui, c'est nous ». Et ce camp-là, qui paraît franc, que vous le souteniez ou non, est assez transparent dans ses actions. Ce camp-là dit « Nous n'avons pas porté ce coup. Vous allez vous dire, peu m'importe qui vous soutenez dans ce conflit. Il faut se dire que s'ils disent ne pas avoir porté le coup, ils ne l'ont probablement pas fait, tout simplement parce qu'ils ont toujours assumé leur frappe. Donc je ne pense pas qu'ils aient porté ce coup. Je les crois en quelque sorte. Il n'est pas nécessaire de les aimer ou de les soutenir, mais il faut raisonner. Au vu de tout ce qu'ils font, pourquoi auraient-ils nié si c'était eux? Ils n'en auraient aucune raison. En fait, leur stratégie est de revendiquer ce qu'ils font. Leur stratégie est de montrer qu'ils sont capables d'agir contre ce qui était considéré comme United Nations, ennemi infiniment plus puissant. Donc vous avez cet ennemi très très puissant qui prétend pouvoir vous mettre hors de combat à volonté. Chaque fois que vous le frappez, vous voulez le revendiquer et dire « Regardez ce que j'ai fait ». Vous pensez qu'ils sont si puissants? Eh bien alors, comment ai-je fait ça? Alors pourquoi le nier? Vous ne le nieriez pas. Ce n'est pas logique. Donc vous avez des gens qui ont été francs sur leurs actions et une suite logique de faits et d'antécédents qui montrent que le camp perçu comme le plus faible revendique tous ses coups, parce que cela lui donne, au moins en apparence, beaucoup plus de force que prévu, ce qui, je peux ajouter, met en lumière l'erreur historique de l'administration Trump, alors que la première règle du conflit est de ne jamais sous-estimer son adversaire. Et bon sang, pouvait-on sous-estimer son adversaire plus que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette classe Epstein?
ou comme vous voulez l'appeler, ne l'a fait. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder. Passons maintenant au sujet suivant. Scott Ritter et moi avons organisé hier United Nations Forum en ligne et en direct, où nous avons parlé à beaucoup de Russes. Nous avons commencé par une déclaration d'ouverture. C'était une sorte de table ronde, vous savez, où l'on est assis devant une salle avec plein de gens. L'événement était aussi diffusé en ligne et il y avait Dieu sait combien de personnes connectées. Donc, nous avions United Nations interprète. Et nous avons répondu aux questions du public présent et de ceux qui étaient connectés, ce qui était super. Je vais vous dire ce qui était génial. Souvent, quand on organise ce genre d'événement, ce sont des gens très riches, très puissants, qui posent des questions. Et leurs questions reflètent leur statut économique et social. Ce que l'on veut vraiment, et je crois que c'est important, ce sont des gens de la classe ouvrière ordinaire. Des gens qui représentent la masse et leur donner l'occasion de poser des questions pour connaître le pouls United Nations peuple et d'United Nations pays, n'est-ce pas? Donc, une des questions intéressantes qu'on a reçues, et pour situer, on avait commencé par parler des relations entre les États-Unis et la Russie, etc. Nous avons notamment discuté de la manière dont les Russes pourraient participer à cela. Comment ils pourraient travailler avec la communauté internationale pour éventuellement aboutir à United Nations règlement négocié. Bon, 2 ou 3 choses. On lit le langage corporel, les expressions du visage, les yeux qui roulent, genre « Allez, soyez sérieux ». Non? Ah, ce que vous voyez presque partout est intéressant, parce que laissez-moi vous dire ça. Ce qu'on entend en Occident à propos d'une éventuelle issue négociée entre les Américains et qui que ce soit, c'est United Nations, certain optimisme. Et ce qu'on entend parfois, c'est « mais cons de stupides et naïfs ces Russes ». Quand est-ce que Poutine et les Russes comprendront qu'ils ne pourront pas trouver d'accord avec ces néoconservateurs, qu'ils ne feront jamais d'accord avec qui que ce soit, qu'on ne peut pas leur faire confiance, blablabla. Pourquoi cherchent-ils encore à négocier? Et quand vous arrivez ici ou ailleurs, quand vous parlez aux Russes, peu importe leur statut social, leur position politique ou autre, c'est mon expérience. La réaction universelle, c'est les Américains. Vous êtes fous. Vous pensez vraiment qu'on croit qu'on peut obtenir United Nations règlement négocié avec ces gens? Vous le pensez vraiment? On serait assez naïf pour ignorer à qui et à quoi on a affaire. Et comme dit l'ancien proverbe russe, nous avons 3 alliés. Non, notre armée de terre, notre marine et notre force aérienne. Ce sont nos 3 alliés. Il est clair à tout niveau que la perspective russe est la suivante. Regardez, il faut qu'on gagne en Ukraine. Point final. On entend souvent « Sommes-nous dans la 3e guerre mondiale ?» Est-ce que ça va tourner en 3e guerre mondiale? À quoi ressemblerait une 3e guerre mondiale cette fois? Voilà. Ne vous laissez donc pas berner. Les Russes savent très bien où ils en sont, et ils sont très cyniques quant à la possibilité de United Nations règlement négocié, même s'ils sont prêts si l'opportunité se présente. Ceci n'est que mon appréciation, cependant. Ils sont tout à fait prêts si l'occasion se présentait. Ils ne sont pas optimistes quant aux chances que cette occasion survienne. Mais je pense, et c'est réfléchi aussi, qu'au plus haut niveau, oui, c'est mon estimation, ils comprennent la réalité suivante. United Nations, jour, il se pourrait que les États-Unis se retrouvent tellement acculés qu'ils devront le faire. Et si cela arrive, ils seront prêts. Mais je pense qu'ils savent qu'en ce qui concerne les néoconservateurs,
Il faut les battre. C'est ce qu'ils comprennent. Et ils sont en train d'utiliser l'ensemble de leurs capacités pour dire « Nous allons continuer à nous défendre, à nous battre pour nous-mêmes, à tenir notre bout sur tous les fronts et à nous préparer aux issues inévitables. » Je pense qu'ils restent flexibles, mais ils ne sont pas naïfs, ils savent ce qui se passe. Voilà. Et on voit aussi une volonté ferme de soutenir les Iraniens. Je pense que les Russes et les Chinois ont décidé. Nous soutenons les Iraniens et nous continuerons de les soutenir. Et ils voient en cela United Nations Front très important. Parce que espace de Kusamo au Forichei, Beguite que Priscilli, Sherman Neseli, mon Solif. Si les Iraniens sortent de cette épreuve, et s'ils en sortent avec la victoire dont ils ont besoin, alors la probabilité que les États séyounis entrent en guerre contre la Chine et la Russie tombe presque à zéro parce que les États séyounis en sortiraient amochés, affaiblis et démilitarisés. Et une chose est évidente à ce stade, il n'existe aucun scénario où les États séyounis ne sortiraient pas démilitarisés. Les États séyounis sont pratiquement démilitarisés maintenant. Le directeur général de Rheinmetall, une énorme entreprise industrielle en Allemagne, a déclaré la semaine dernière que d'ici, je ne me souviens plus si c'était 30 ou 60 jours, mais quelque part, dans cet intervalle, si la situation continue ainsi, ce qui, selon moi, se produira, tout l'Occident, et c'est ce qu'elle disait, verrait ses réserves à sec. Donc, je pense que c'est une reconnaissance du fait qu'il n'y a plus de capacité pour une guerre d'attrition. Il n'y a pas de capacité pour ça, ce qui, si vous y réfléchissez, signifie que c'est la seule option restante. Il faut les épuiser en tenant plus longtemps qu'eux. Mais il faut aussi continuer à utiliser tout votre éventail de moyens pour riposter. Et il faut comprendre que, peu importe jusqu'où ça va, il faut s'y engager pour gagner, il faut y aller jusqu'au bout, comme on dit, et, eh bien, il n'y a aucune garantie d'en sortir victorieux. Et voyez, c'est là le problème. La position des Iraniens est simple. Il n'y a aucune garantie que nous en sortions vivants. Aucune garantie. J'entre dans ce combat en sachant que je pourrais ne pas en sortir vivant. Mais si je tombe, je tomberai en soldat, je ne vais pas crever en me lamentant, je ne vais pas mourir seul. Si je dois y passer, je frapperai mon ennemi en plein cœur en partant. Je vais lui viser le cœur en partant. Je vais lui planter United Nations couteau, United Nations pique à glace dans le cœur. Donc si je dois y passer, tu sais, c'est comme si, au final, j'avais cette bombe gigantesque et on est dans une pièce. Et je vais me battre contre toi. Et si je perds, boum, elle explose. Et c'est fini. C'est United Nations mécanisme de main morte. J'ai tout ce qu'il me faut. Si ça arrive, gare à vous. Donc il faut toujours garder à l'esprit que si je pars, si je tombe, ce type m'entraîne avec lui. Donc les questions qu'on a reçues de Russes lambda, l'une était intéressante. Est-ce que ça peut déboucher sur une troisième guerre mondiale? Et si oui, comment s'y préparer? Plusieurs choses ont été évoquées. Il y a tellement de rapports. L'United Nations 2 disait que les Iraniens auraient déclaré, et je ne sais pas combien de ces infos sont vraies, que les Iraniens auraient formulé des exigences, incluant « si vous ne répondez pas à nos demandes, nous nous procurerons simplement une arme nucléaire. » C'est qui est. Donc on va faire plusieurs choses, dont une dont on ne parle plus. On va se procurer une arme nucléaire. Certains pensent qu'immédiatement, si les Iraniens obtenaient une arme nucléaire,
ils seraient aussitôt attaqués par les États colonisés d'Israël. S'ils annonçaient « on a une bombe », alors les États colonisés d'Israël déclencheraient immédiatement une guerre nucléaire contre eux. C'est possible, mais s'ils obtiennent une arme nucléaire, d'après leur comportement militaire jusqu'à présent, s'ils obtiennent une arme nucléaire, ils ne l'utiliseront pas. Mais s'ils venaient à être attaqués avec une arme nucléaire, ils riposteraient en priorité. Tel qu'Aviv et Haïfa seraient anéantis, incinérés, ainsi que tout le reste en Israël. Donc s'ils obtiennent une arme nucléaire ou plusieurs, la décision reviendra encore une fois à eux, comme elle existe déjà pour les armes conventionnelles. Mais si l'arme nucléaire devient United Nations Factor, enfin, laissez-moi ajouter ceci. Et à ce stade, les Israéliens se retrouveraient sans aucun espoir de... Comment ça s'appelle déjà? La défense aérienne. Donc, s'ils obtiennent une arme nucléaire ou plusieurs, à ce stade, si vous les attaquez immédiatement avec des armes nucléaires, au minimum Tel qu'Aviv disparaîtra. Mais alors peut-être Tel qu'Aviv et Haïfa. Mais peut-être qu'ils se diront « Tu sais quoi? Nous avons des missiles qui peuvent atteindre l'Angleterre, l'Europe, n'importe où. » Alors tu sais quoi? L'Empire britannique a été une épine dans notre pied. Donc on va les frapper au nucléaire. C'est fini. Adieu certaines régions d'Angleterre. Adieu. Peut-être qu'ils ont une option Samson. Ils obtiennent des armes nucléaires. Peut-être qu'ils ont l'option Samson. Et il me semble qu'ils le feraient, parce que ces gens ne sont de toute façon pas leurs amis. Souvenez-vous, l'option Samson implique qu'Israël éliminerait à la fois ses ennemis et ses amis par désespoir s'il était frappé. Eh bien, devinez quoi? L'option Samson iranienne consisterait seulement à éliminer leurs ennemis. Ce pourrait être l'Arabie Saoudite, Riyad. Certainement. Israël est fini. Et bien sûr, peut-être quelques bases américaines ici ou là, et ce genre de choses. Donc, si vous lancez immédiatement des armes nucléaires, vous déclenchez une guerre nucléaire dans laquelle vous serez frappé en retour. Donc, je ne sais pas. Et permettez-moi d'ajouter que je ne sais pas si c'est vrai. Donc, gardez à l'esprit que toutes ces choses ne sont que des affirmations dont on ignore la véracité. Je n'ai pas vérifié l'affirmation selon laquelle les Iraniens auraient dit qu'ils se procureraient une arme nucléaire. Donc, c'est une de ces choses qui circulent. Tu vois? Alors, ce qui ressort, c'est que les citoyens ordinaires en Russie se demandent « Allons-nous voir la Troisième Guerre mondiale ?» Et si oui, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Plusieurs choses. Je ferai une autre vidéo pour parler du risque d'une Troisième Guerre mondiale. Mais voilà l'essentiel. Les jours où des soldats s'alignaient, où des colonnes de chars se faisaient face et des armées gigantesques entraient en collision, sont révolus. D'abord à cause des drones. Aujourd'hui, la guerre moderne consiste à repérer des concentrations d'équipements et de personnel ennemis et à les frapper massivement avec des drones. Donc, peut-on rassembler beaucoup de soldats? Non, car si vous le faites, ils seront repérés par des technologies spatiales et anéantis. Il y a aussi la question des tralénulas, ils soldats, séchément à sauton nucléaire et une arme nucléaire. Missiles anti-satellites et autres. Mais je suis sûr que beaucoup de parades existent déjà. Donc, je doute fort qu'une troisième guerre mondiale, au sens traditionnel, tranchée et corps à corps, puisse se produire. Si vous êtes, par exemple, la Russie, et que la troisième guerre mondiale éclate, la première chose que vous ferez sera de vous assurer que toutes les bases ennemies à portée avec des missiles d'environ 6000 miles soient vaporisées. Ensuite, vous ferez sauter tous les ports qui pourraient servir à vous approvisionner. Puis, vous réduirez en poussière toute industrie capable de fabriquer quelque chose contre vous. Comment voulez-vous alors obtenir des chars quand Rheinmetall en Allemagne est réduit en poussière? Et il n'est même pas nécessaire d'y aller au nucléaire pour faire ça. Idem pour la Chine. Chaque base américaine sur chaque île, partout, est vaporisée. D'ailleurs, comment l'industrie américaine fabriquera sa que de chars et avions quand elle sera coupée de tout approvisionnement en provenance de Chine? Voilà. Comment l'industrie aux États-Unis ou en Europe pourrait comme hôtel produire pour une troisième guerre mondiale
alors qu'elles dépendent d'approvisionnements livrés juste à temps. Donc, j'ai envie de fabriquer United Nations char. Les pièces dont j'ai besoin pour le char arrivent à la dernière minute. Au fait, beaucoup viennent de Chine. Donc, elles ne viendront plus. La capacité industrielle de l'Occident est compromise, au point qu'il ne pourrait pas mener une troisième guerre mondiale de façon traditionnelle. Il peut y avoir une guerre nucléaire. On pourrait tous mourir. C'est possible. Oui, tout à fait. Mais la troisième guerre mondiale traditionnelle, où l'on mobilise tous vos fils et qu'on les jette contre l'ennemi, désolé, ces jours-là sont révolus. Et ce n'est pas tout, nous vivons une situation unique aujourd'hui. Dans cette situation, les populations ne soutiennent pas cette affaire, ni aux États-Unis, ni en Europe. Beaucoup de gens sont très en colère contre leur gouvernement en disant « Nous n'aimons pas Israël, et donc nos fils et nos filles n'iront pas se battre pour Israël ». Je crois qu'en Tchécoslovaquie, United Nations Group subversif a attaqué, littéralement, physiquement, et a gravement endommagé ou détruit une installation d'Elbit Systems, une entreprise israélienne de l'industrie militaire, et il s'agirait d'United Nations Group que les autorités qualifieraient de terroristes, d'United Nations Group d'activistes, peu importe. Ils sont allés attaquer cet objectif. Donc voilà le problème suivant. Il y a en Occident des personnes tellement mécontentes de leur gouvernement, de leur complicité avec Israël, selon eux, que le potentiel, au moins, existe pour de l'activisme violent si les choses tournent mal. De plus, en ce moment, Donald Trump est contre la montre, il le sait, et il lui reste sente. Là, l'administration Trump, les choses commencent à se détériorer, côté prix de l'essence et inflation. Récemment, Scott Bessent a dit « Attention, l'inflation va flamber ». Oui, flamber est une manière de le dire. D'où vient le terme « flamber » ? D'où vient ce mot ? D'où vient cette périphrase ou métaphore ? La métaphore, c'est ça. Si on regarde United Nations graphique, le tracé suit son cours. Quelque chose fait United Nations bon, puis redescend. Exact. Ça ressemble à United Nations Peak. C'est l'aspect visuel d'United Nations Peak. Exact. Mais rappelez-vous, pour que ce soit United Nations Peak, la courbe doit rester stable ici. Les prix de l'essence sont à 3. 3. Ils montent à 5. Ils redescendent à 3. Voilà votre pic sur le graphique, non ? Eh bien, devinez quoi ? On est à 3. Ils montent à 5. Attendez une minute. Ils redescendent ? Non. Ils montent à 6. Non. Ils montent à 7. Ce que vous avez maintenant ressemble plutôt à une marche, ça continue d'augmenter, jusqu'à United Nations point où ça pourrait aussi bien coûter United Nations millions de dollars le gallon, parce que c'est pratiquement inabordable et ça brise les économies de l'Occident. À United Nations moment, votre économie s'effondre. À United Nations moment, le coût de l'énergie crée une dynamique qui empêche d'avoir une économie traditionnelle. Fonctionnelle telle que nous la connaissions, ce n'est plus une option. Là, on passe au désespoir. Comment allons-nous gérer ce désespoir ? Mais une chose est sûre, l'économie telle que nous la connaissons ne fonctionne pas et ne va pas recommencer à fonctionner. Parce que 13 $ le gallon pour la personne moyenne, ça ne marche tout simplement pas, non ? Et c'est le problème auquel l'administration Trump est confrontée. Deuxièmement, ils ont déclenché une guerre qui, d'après mes recherches, bénéficie du soutien le plus faible. Selon les sondages, dans l'histoire de nos conflits, les gens y sont franchement opposés. Nous n'y sommes pas favorables. Maintenant, regardez, si vous faites confiance aux sondages, à ceux qui disent que 100% du mouvement Rendre l'Amérique grande à nouveau soutient Trump dans cette affaire, alors il faut être complètement fou. Vous ne comprenez pas comment les sondages sont réalisés. J'ai appris cela quand j'étais chez Fox. Exact. Je l'ai appris en parlant à des propriétaires d'entreprises de sondage. Exact. Vous me payez pour faire United Nations sondage. Je ferai United Nations sondage. Vous me dites ce que vous voulez et je referai ce sondage encore et encore jusqu'à obtenir ce chiffre. Et j'ajusterai constamment qui j'appelle et la façon dont je formule les questions jusqu'à obtenir ce chiffre. Si vous voulez que ce chiffre soit 100%, alors on peut y arriver. J'appellerai les amis et la famille, mais au final, je vous obtiendrai les chiffres que vous voulez. Donc maintenant, ils disent, c'est 100% de soutien. Bon, comment Trump a-t-il obtenu
obtenu 100% du mouvement Make America Great Again. C'est simple, les gens qui étaient dans le mouvement Make America Great Again, vous êtes encore du mouvement. Plus, maintenant. D'accord, vous n'êtes pas dans le sondage. Vous êtes du mouvement Make America Great Again. Oui, je le suis encore. Vous soutenez Trump? Oui, très bien, vous êtes dans le sondage. Laissez-moi vous poser une question. Vous soutenez Trump? Ouais, ça marche. Tous ceux qu'on appelle et qui se disent encore du mouvement Make America Great Again, vous vous identifiez toujours au mouvement Make America Great Again? Oui, bon, on y va. Et là, j'obtiens 100%. Donc ce qu'on obtient, c'est des chiffres de sondage fabriqués. Mais si l'essence passe à 6-7 $ le gallon, on ne pourra pas fabriquer ça, et Trump le sait. Et il sait que, quand ces chiffres vont s'envoler, mec, tout ça va s'effondrer. Et qu'est-ce qu'il va raconter au sujet de la bourse quand la bourse va commencer à exploser? Boum! Que se passe-t-il si tout explose et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Et devine quoi? Tu crois qu'il n'a pas beaucoup d'argent investi en bourse? Il va se retrouver fauché. Tout le monde va se retrouver fauché. Ses amis vont se retrouver fauchés. Et beaucoup de gens vont commencer à l'appeler, à hurler de toute leur force. Mais qu'est-ce que tu fous? Bordel! J'avais 500 millions de dollars, maintenant je vaux 5 $ et je dois United Nations millions. Je n'arrive même pas à payer mes employés. Qu'est-ce que tu fais? Et tout United Nations coule, l'économie s'effondre et c'est 2008 qui recommence. United Nations millions de personnes licenciées chaque mois. Tout commence à s'effondrer et les gens passent du doute à la colère, puis à la rage et potentiellement tout le système s'écroule. Le système politique s'effondre. La rage devient le mot d'ordre. La rage sera le mot du jour. Donc l'administration Trump est en difficulté et je vois quelque chose se produire presque en même temps. Quand je dis en même temps, je veux dire dans United Nations, délai d'environ 3 mois. Numéro United Nations. Donc, comme je l'ai dit, le peuple russe, c'était la question. Pose fond des sont des temploissons, passéons, oh. Qu'est-ce que j'y gagne? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Eh bien, tu sais quoi? Ça ne te dit rien? Que le peuple russe n'est pas différent du peuple américain ou du peuple français quand on y regarde de plus près. Ils ont des enfants. Ils ont des petits-enfants. Ils ont des mères, des pères, des frères et des sœurs, et ils posent les mêmes questions que tout le monde. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que je pourrais manger? Est-ce que je pourrais travailler? Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est qu'où se passe? Bon sang. Même moi, tu sais, bon sang, je me demande ce qui va se passer ici. Est-ce que je vais pouvoir survivre? Tout le monde se pose la même question. Le peuple russe n'est pas différent de vous, il veut juste vivre sa vie, pour l'amour de Dieu. Alors, il est temps que la classe ouvrière du monde se rassemble et comprenne que l'élite dirigeante ne défend pas nos intérêts. Bon, revenons-y. Dans les 3 prochains mois, quelles sont les 3 choses que je juge presque inévitables? Numéro United Nations. Voyons comment cette spirale d'escalade va se poursuivre au Moyen-Orient. On ne peut pas le prédire, mais pour l'instant, ça ressemble à une montée. Bon, mettons ça de côté. Numéro 2. Les États-Unis et leurs prétendus alliés sont à court d'équipement. Et comme l'a dit le directeur général de Rheinmetall, dans 30 à 60 jours, les États-Unis seront en grande difficulté. Et tout l'Occident est en grande difficulté. Ils sont officiellement démilitarisés. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine? Peu m'importe combien d'argent vous donnez à l'Ukraine, on ne peut pas acheter des choses qui n'existent pas. Et les Russes et les Chinois peuvent encore produire du matériel de guerre alors que l'Occident ne le peut pas. Donc, à United Nations, à un moment donné, on est confronté à la réalité matérielle. Tu n'as plus de munitions et ton ennemi en a encore, non? Le type en face continue de tirer sur toi. Et quand tu appuies sur la détente, tout ce que tu entends, c'est United Nations, clic. Il n'y a rien qui parte vers la cible. Ça arrive. Et je pense qu'il faut ajouter ça à la liste. Il y a aussi les prix de l'essence et de l'énergie vont augmenter pendant cette période jusqu'à provoquer une catastrophe économique et une colère politique. Pas de la colère, mais de la rage. Et 2 choses vont alors se produire. Premièrement, la rage populaire va se retourner contre l'administration Trump et contre le gouvernement d'une façon indéniable. Colère politique, fureur, rage et fureur économique.
rage et fureur physique. Ça pourrait se manifester par une forme de violence, du terrorisme intérieur, des attaques contre notre gouvernement ou contre d'autres, qui sait. Une colère, ce qu'on pourrait appeler une colère antisémite, où l'on blâme le judaïsme pour leur situation. C'est assez effrayant, mais ça pourrait arriver. Pas seulement le sionisme, mais le judaïsme en général. Une rage aveugle est possible, je ne sais pas si ça arrivera, j'espère que non, mais c'est possible. Et le manque d'armes et l'incapacité à en produire signifie que l'Ukraine est dans la panade, ils vont manquer d'armes alors qu'ils combattent United Nations Enemy, qui lui, n'en manquera pas. Donc, United Nations, effondrement militaire massif en Ukraine, où les Russes pourraient commencer à tout envahir. Je ne vois pas comment cela n'arriverait pas. Je peux me tromper. Je pensais que cela allait arriver auparavant. Mais cette fois, le fait que la priorité de l'empire des États unis soit le conflit au Moyen-Orient et qu'il ne soit même pas capable d'assurer les approvisionnements en armes pour cela, en fait, l'administration Trump a déjà commencé à montrer colère et mépris pour le conflit en Ukraine, disant littéralement que nous sommes à court d'armes à cause de vous et de l'administration Biden. Et bien sûr, des luttes internes entre les États-Unis et leurs alliés, des accusations réciproques, des gens qui quittent le navire en le voyant couler. Il semble déjà que le Japon, sachant qu'il risque United Nations effondrement total, négocie et que d'autres pays négocient avec l'Iran l'accès au détroit d'Ormuz en proposant de payer en yuan. Nous paierons en yuan chinois. L'argent, la monnaie chinoise, l'idée c'est qu'il faut récupérer ce gaz et ce pétrole, ce qui reste, ce qui peut encore sortir de là. Et vous avez les Saoudiens et les autres qui se disent « Regardez, on a des habitudes de consommation coûteuses et notre peuple pourrait se retourner contre nous parce qu'il n'a aucune liberté. » Ce sont des sociétés très répressives et la seule façon pour eux de garder le pouvoir, c'est d'acheter la population avec une part des revenus pétroliers. Et s'il n'y a plus d'argent pétrolier qui rentre, il n'y a plus de part à distribuer. Donc, ça pourrait très bien signifier l'effondrement des royaumes du Golfe, ce qui, encore une fois, mettrait fin au pétrodollar. Maintenant, certains disent que les États-Unis veulent faire s'effondrer la domination pétrochimique du Golfe afin que les États-Unis prennent la domination pétrochimique vis-à-vis de la Russie et qu'ils puissent utiliser l'Ukraine pour frapper les installations énergétiques russes et rester les seuls. Ça, je ne sais pas, mais disons pas de comme ça, d'après leur stratégie, leurs calculs et leurs tactiques jusqu'à présent. Je ne sais pas quel plan l'Empire des États-Unis a, mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ça va très bien marcher. La plupart du temps, ça se retournera contre eux. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup à tous. Permettez-moi de dire une chose, j'apprécie ceux qui peuvent soutenir la chaîne. Merci à mes soutiens sur Patreon et à ceux sur Buy Me a Coffee et PayPal. Si vous pouvez soutenir, c'est formidable. Offrez un mois United Nation Café. C'est facile, c'est comme offrir United Nation Café à Garland. Combien? 5 $? Combien? United Nations? 2, 3, United Nation millions? À quelle fréquence? Une fois ou tous les mois? Alors, offrez un mois United Nation Café. C'est une bonne option si vous voulez que la chaîne continue. Et bien sûr, il y a ma boîte postale, pour ceux qui utilisent encore le courrier postal traditionnel. Et si vous voulez envoyer United Nations don, c'est parfait. Si vous voulez juste envoyer une lettre, United Nations Manifeste. J'ai reçu United Nations Super Livre récemment. Toutes sortes de cravates, tout ce que vous voulez envoyer. Des jouets, on m'en envoie, la boîte postale, Estella pour les envois par courrier traditionnel. Merci beaucoup tout le monde. Je vous tiendrai au courant autant que possible depuis mon lieu reculé. Passez une excellente journée, partagez ceci sur tous vos réseaux sociaux. Je m'en vais.